Merci à Emmanuel pour son intervention. Avant de poursuivre avec l'intervention de notre député Moïse Roderson, je voudrais appeler M. Pastorel à nous rejoindre parce qu'il va clôturer la demi-journée qui nous est donnée de travaux une fois que la table ronde aura eu lieu. Bonjour à tous. Alors bon, je passe après des universitaires. On va faire ce qu'on peut. On m'a demandé de parler des dispositifs pour la confiance dans la vie politique polynésienne. J'ai commencé par traduire ça en réautriétique parce que pour moi c'est important. Ça donne donc Te Mauravian ou Te Tulira et Te Polititai Polynésiane. Alors les mots c'est important parce que dans ce titre, il y en a un qui est vernaculaire et l'autre pas. Tiatuli. Tiatuli, c'est la pierre sur laquelle se reposait le prêtre quand il officiait sur le marin. Donc c'est un concept qui pour les Polynésiens existait déjà. Politita. Phonétiquement, on le sent bien, c'est pas vernaculaire du tout. C'est un de ces mots où devant l'incapacité de le traduire par une expression imagée, on s'est borné à faire une déclinaison phonétique plus ou moins heureuse comme Wati, Hamara, Painapo, Politita. C'est donc un néologisme et un concept finalement nouveau, issu donc de l'arrivée des Européens et de tout ce qui s'en est suivi. Toujours les mots, népotisme, corrompu, corrupteur, concussion, clientélisme, vous aurez beau chercher, vous ne les trouverez pas dans le vocabulaire polynésien. Alors peut-être dans une prochaine édition du dictionnaire du Farevana, on les aura, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Je vais citer ici Vahi Tuheva Rishu, qui a écrit 2 tomes dont je conseille la lecture à tout le monde, ou à Manate Touré, les codes et lois en Polynésie. Avant l'arrivée des Européens, donc, aucun code n'organisait la société polynésienne. Il n'y avait pas de loi comme on l'entend aujourd'hui. La seule loi qui existait était la loi du plus fort, détenue par une minorité de chefs très puissants. C'était le règne du mala et son outil d'exercice, le tapu. Un ensemble de règles orales extrêmement rigides qu'il n'était pas question d'enfreindre au risque de perdre sa vie. C'était l'époque des sacrifices humains offerts aux divinités. Pour autant, on peut ignorer Tetun-1, ce grand hari du XVe siècle, qui est considéré un peu par tout le monde aujourd'hui comme le premier législateur polynésien. Tahitien, parce qu'à l'époque, le concept de Polynésie, ça n'existait pas encore. Il a créé un code en 2 parties, à destination non pas du peuple, mais des haris. C'est une espèce de code de bonne conduite des haris. 57 tourés ou préceptes. Par exemple, il y a Tura te ata te aia, te metua I whanau ia auto. Il y a hio te atua I tona moa, o te tura te reira o te aia. Vous devez honorer votre patrie, la mère qui vous a enfanté. Que chacun veille sur sa montagne, symbole sacré de la patrie. Alors la patrie ici, c'est pas la France, c'est le royaume des Teva. Notons quand même que ce grand sage de Tetun-1 disait aussi « Le peuple est un enfant pleurnicheur, facile à calmer par la douceur, mais facile à hériter par de mauvais traitements. » On voit déjà là certaines conceptions du relationnel au peuple. Alors j'ai essayé d'articuler mon propos autour de 4 paragraphes, et pour faire chic, j'ai utilisé des citations latines, parce que voilà. Donc je vais commencer par une que certainement vous connaissez tous, Do Des. Je donne pour que tu donnes, cher à Marcel Mauss, qu'on peut traduire en Réautéti par Namato Ihaparhei Yahweh. C'est nous qui t'avons élu et fait asseoir là où tu es. Celle-là, on l'entend. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de notions qu'on a abordées depuis hier qui ne sont pas des notions
propres à l'histoire précoloniale. Ce sont des notions non seulement postcoloniales, mais je dirais que ce sont des notions qui sont arrivées dans la Bible, avec l'héritage judéo-chrétien. Je vais prendre la notion de clientélisme. Donc là, on est en plein dans le do de Mauss. Mais si on fait une analyse lexicale, vous prenez le mot Ari, et ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus brillant que moi, qui enseignait à cette université, qui enseigne encore, je crois, c'est mon ami Hiryata Miyo. Ari, c'est la même racine lexicale que Fari, le réceptacle. Pourquoi? Parce que le Hari n'était pas le chef divin qui avait toute autorité, non, il n'était que le réceptacle du prestige du clan. Et ce prestige, on pouvait le légitimer, le Hari le légitimait par sa capacité à le redistribuer aux profanes. On pouvait donc lui retirer ce prestige si son aptitude à redistribuer était mise en cause. Là aussi, certains schémas de pensée peuvent commencer à être identifiés. Deuxième citation latine, allons-y gaiement. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. Tereo tenum a, tereo non te tuo. Alors celle-là, elle est pratique quand on gagne les élections. On évite de l'évoquer quand on les perd. La baisse du taux de participation et l'augmentation du nombre de bulletins blancs, de bulletins nuls aux dernières élections, et je pense souvent cité comme indicateur de la perte de confiance du peuple en ses hommes politiques. Et j'en ai fait partie. Pendant très longtemps, je ne votais plus parce que je me disais, laisse tomber, ils sont tous pareils, tous dans le même sac. Non mais c'est vrai. Et donc, c'est pas la peine d'aller voter. C'est pas très bien. Un député ne devrait pas dire ça. Pour autant, en Polynésie française, un homme politique a été, et ça a été déjà dit, réélu alors qu'il se trouvait en prison. En Polynésie française, un homme inéligible a été tête d'affiche d'une liste aux élections territoriales. En Polynésie française, les listes comportant le plus d'individus condamnés pour manquement à la probité sont arrivées respectivement première et deuxième aux dernières élections territoriales. Donc c'est à l'aune de tels événements qu'il faut mesurer l'intérêt que portent certains politiciens à leur déboire judiciaire. Tant que le couperet de l'inéligibilité n'est pas tombé, c'est parfois à croire que chaque condamnation est une preuve supplémentaire de résilience, voire d'intelligence. Dans certains meetings, il m'est arrivé d'entendre, mais peut-être que Sandra aussi l'a entendu, qu'un tel serait toujours gagnant parce qu'il est plus malin que les juges. Est-il donc possible de corréler la confiance du peuple à la probité en Polynésie française? Peut-on en déduire que les Polynésiens qui votent font bien peu de cas des décisions de justice? Je vous laisse juger. Le mec, il se mouille pas. Cela pose aussi, je crois, la question de la confiance des Polynésiens, pas seulement envers les politiques, mais envers la justice. Troisième citation latine. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Tous les mamans et tous les là. La loi est dure, oui, mais est-elle juste, équitable, morale? Alors pour les juristes, la question ne se pose pas, hein. On n'est pas là pour débattre de ça. Mais pour le citoyen, pour le Polynésien lambda, quel est son rapport à la loi? Je vais citer encore Vahi Turieva-Riche. Les toutes premières lois sont adoptées en 1819 par le Hari Pomaré, en 1820 apparaît le code de Reyatea, Tra'a, Borobora et Mopiti. Ce sont des lois qui finalement sont issues du décalogue. Alors le décalogue, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est les 10 commandements. Donc on retrouve la racine judéo-chrétienne de ce premier contact à la loi finalement. Mais selon moi, quel est selon moi, pour la grande majorité des Polynésiens contemporains, le mot qui résume leur rapport à la justice? Ma réponse ne va pas plaire à tout le monde. Hein. En un mot,
Méfiance. Méfiance. Les racines de cette méfiance sont coloniales. Je cite à nouveau, décidément je suis fan, Vahid Ouéva Richaud. La France est venue avec une autre culture, une autre histoire. Elle n'a plus associé les Polynésiens. Petit à petit, les postes de juges, parce qu'il existait des juges, traditionnellement, les Hava, les postes de juges ont été occupés par des Français parce qu'il y avait des lois françaises à appliquer. La loi a cessé d'être rendue par des Polynésiens au nom des Polynésiens. Elle est aujourd'hui rendue au nom du peuple français, auquel nombre de Polynésiens, même autonomistes, ont du mal à s'identifier totalement. Il y a bien sûr le traumatisme initial du foncier. C'est une plaie ouverte par le Code Napoléon et dont personne ne sait si elle se refermera un jour. S'en est suivi, plus près de nous, toute la période autour de l'installation du CEP. Période pendant laquelle, il faut l'admettre, je pense, la justice a été perçue comme l'instrument de la raison d'État. Avec d'un côté Poana, injustement condamné, exilé, Poana dont je rappelle quand même qu'il était député comme moi et qu'il a été condamné sans aucune levée de son immunité parlementaire. C'est sympa à l'époque. Et de l'autre, donc Poana d'un côté, et de l'autre une longue liste, une trop longue liste de délits commis par des hommes politiques passés à la trappe. Les délits, pas les hommes. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un maire condamné définitivement, mais l'État a oublié de lui faire notifier cette condamnation. Il faut dire que la grande distance entre le palais de justice et le Haut-Saria n'a pas dû aider. Hier, j'entendais ici même dire que l'incompétence ou l'ignorance ne sauraient constituer des éléments de disculpation. Pourtant, il y a quelques jours, c'est en partie sur ces mêmes éléments qu'un maire a évité l'inéligibilité. Donc, si l'on veut que les politiques et les Polynésiens considèrent sérieusement, avec plus de respect, la loi, je pense qu'il y a un vrai travail à effectuer. Ce qui m'amène à la dernière partie, et donc ma dernière citation latine, Nemo censetur ignorare lege. Nul n'est censé ignorer la loi. J'ai essayé de traduire ça en Reo-Teti. La traduction, c'est un néologisme qui m'est venu instinctivement, c'est Doliprane. Et je vais citer ici Georges Pompidou. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève. C'est en 1966, c'est toujours d'actualité, je pense. 50 000 décisions de justice produites chaque semaine. Peu ou prou. Sans compter les décisions de première instance qui ne sont pas diffusées. 400 000 normes, 11 500 lois, 320 000 articles, auxquels il convient d'ajouter 130 000 décrets. Qui doit donc connaître la loi? Les législateurs, ils n'en connaissent qu'un sous-ensemble vraiment réduit, qui est rattaché à leur parcours personnel et à leur centre d'intérêt. Il ne faut pas se leurrer. Quand je discute avec un collègue député qui était agriculteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'agriculture. Quand je discute avec mes collègues bretons, ce qui les intéresse, c'est les écoles bilingues en Bretagne, etc. Chacun a ses dadas. Bon, il y a quelques vieux de la vieille, on va dire des gens qui ont échappé à la lessiveuse macroniste, là, et qui en sont à leur 7e mandat. Eux ont peut-être un panel plus étoffé dans leur vision de la loi. Pour ce qui me concerne, je suis ingénieur informaticien et télécom à la base, donc pas juriste. Et quand je discute avec mes collègues, surtout après le grand renouvellement qui a eu lieu en 2017, on s'aperçoit que la grande majorité des députés aujourd'hui, c'est moins vrai pour les sénateurs parce qu'il n'y a pas eu le même renouvellement, ne sont pas des juristes à l'origine. On a des bouchers, des cartomanciens, on a un peu de tout. Et c'est quelque part tant mieux, c'est peut-être représentatif du peuple français. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs je vais digresser un peu parce que celle-là, elle m'a marqué. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu l'opportunité de visiter la Centrafrique. Alors pour l'indépendantiste que je suis, la Centrafrique, c'est l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. C'est le contre-exemple total. Et
On a donc été invité, la petite délégation, à visiter l'Assemblée nationale de Centrafrique. On est reçu en grande pompe par le président de l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment un copier-coller de ce qui s'est fait, de ce qui se fait en France. C'est presque jusqu'au motif des rideaux. Ils ont dit, il faut faire comme en France parce que c'est vraiment super. Et on discute un peu avec le président de l'Assemblée nationale et il nous dit, vous savez, contrairement à vous, notre Assemblée nationale, à nous, elle est représentative du peuple. Alors, on l'écoute, on attend la conclusion. Il nous dit, nos députés sont à 80% analphabètes. Voilà. Ça pose un débat. Est-ce qu'il faut avoir une assemblée législative représentative mais à 80% analphabète, ou est-ce qu'il faut une assemblée composée d'élites issues de feu l'ENA? Bon, voilà, ça c'est un autre débat. C'était juste une digression que je trouvais amusante. Alors, donc les législateurs, la loi, bon, ils en connaissent une petite partie. Les juges, bon, on espère qu'ils connaissent la loi. Les avocats. Est-ce qu'il y a des avocats dans la salle? Il y avait le bâtonnier hier. Il y avait le bâtonnier hier, c'est vrai. 64% des avocats se disent insatisfaits du fonctionnement, ça c'est en 2021, c'est un sondage qui a été fait. 64% des avocats se disent insatisfaits du fonctionnement de la justice française, cause principale, la difficulté d'accéder à l'information concernant la loi. Alors c'est lié certainement à l'espèce d'inflation législative permanente qu'il y a en France, mais bon, ça nous donne une idée de la difficulté. Les citoyens, il ne faut pas rêver, saison 1. Les hommes politiques, il ne faut pas rêver, saison 2. Parce que les hommes politiques, je vais vous dire, si vous faites un tour de l'Assemblée de Polynésie, vous allez avoir, un peu comme à l'Assemblée nationale, vous avez des anciens instituteurs, des infirmiers, etc. Ils n'ont pas suivi d'école particulière pour devenir représentants à l'Assemblée. C'est pareil pour les maires. Ils apprennent sur le tas. Certains n'apprennent pas. Donc la loi, est-ce qu'ils la connaissent réellement? Ils la découvrent. Ils la découvrent en marchant. Mais bon, pour autant, la loi, elle existe et les dispositifs de cadrage, ils sont nombreux. Je ne vais pas les réénumérer. Ils ont déjà été cités ici, les lois de 88, 90, 95, 2000, 2016, 2017, etc., etc. Souvent, malheureusement, en réaction à des faits divers. Il y a, voilà, Cahuzac, machin, truc. Et on se sent obligé de légiférer. Personnellement, je préférais qu'il y ait un travail de fond dans la continuité plutôt que des réactions sporadiques à une actualité qui va être quasi permanente. Parce que là, l'homme étant l'homme, on ne va pas changer ça. Alors, localement, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on a? On a des articles de la loi organique qui viennent préciser un peu les choses. Article 86, 129, 160. C'est principalement autour du népotisme. Les emplois familiaux. Voilà. Aussi la transparence de la vie publique, les obligations de déclaration, etc. J'ai essayé, moi, modestement, d'aggraver donc cette inflation législative en 2018 au travers d'une proposition de loi qui visait effectivement à rendre inéligible à vie. Alors ça, c'est le titre, puisqu'on sait bien que la notion d'inéligibilité à vie ne peut pas exister dans la loi française, mais l'idée était de passer le maximum de la peine à 30 ans. Parce que là, 30 ans, si vous êtes inéligible 30 ans, c'est un peu la fin de votre vie politique. Bon, quoique, on a des gens chez nous qui sont coriaces. Voilà. Mais bon, ça m'a paru à l'époque une bonne limite. Cette proposition de loi, parce que je ne suis pas juriste à la base, et bien que mes collaborateurs, qui eux sont juristes et toute ma confiance, on a décidé de demander l'avis du Conseil d'État. Elle a donc passé l'examen du Conseil d'État, examen réussi, si j'ose dire, puisque le rapport du Conseil d'État était favorable à cette loi de pays, n'avait noté, je ne vais pas dire aucun défaut, mais aucun défaut majeur, aucun défaut éliminatoire. Et c'est donc en toute confiance que je l'ai présenté
à l'Assemblée nationale et que j'ai, donc pour la première fois de ma vie, expérimenté l'art de botter en touche de la majorité qui est en place. En gros, ça s'appelle le renvoi en commission. Donc, pour ne pas dire on n'a pas voulu la voter et passer éventuellement pour des méchants, on renvoie en commission. Voilà, c'est un peu les calendes grecques, mais version Palais Bourbon. Il y a la même chose en Polynésie. Oui, oui, c'est vrai. J'en ai fait des frais sur la loi sur l'égalité homme-femme. C'est vrai, c'est vrai. Alors, cette dernière partie, nul n'est censé ignorer la loi, je pense que c'est peut-être la plus porteuse d'espoir par rapport au thème qui m'avait été donc assigné. Les moyens, les dispositifs finalement pour renforcer la confiance dans la vie politique. Je pense qu'il faut plus de formation à la fois des citoyens, des élus. Il y a eu dernièrement à l'Assemblée de Polynésie, à l'initiative de Gaston Tangchang, qu'il faut remercier pour ça, une formation à la fois des élus et de leurs collaborateurs, donc sur les risques pénaux encourus dans le cadre de l'activité de représentants, sur un peu tout ça. C'était très bien. Et je pense que pour certains, pour avoir un peu tendu l'oreille, c'était une première et c'était une découverte. Il y en a qui sont sortis de là en disant « Oh là là, maintenant il faut qu'on fasse attention ». Tant mieux, tant mieux. Mais il faut qu'on retrouve les mêmes formations pour les maires, il faut qu'on retrouve les mêmes formations. Alors, à l'Assemblée nationale, c'est plutôt bien fait. Quand on est élu, les premières semaines, on distribue le petit kit avec un cartable sympathique, des stylos, tout ça. Mais on a aussi des formations, à la fois sur le processus légistique, sur la gestion d'un cabinet, et puis sur ce qu'il convient de ne pas faire quand on est député. Donc je ne connais pas la procédure au Sénat, mais à mon avis c'est relativement similaire. En Polynésie, je pense que quel que soit le dispositif, le ou les dispositifs qu'on essaiera de mettre en œuvre, on ne pourra pas faire abstraction des 4 premières parties de mon propos. De cette relation historique, conceptuelle que le Polynésien a à la loi, cette relation qu'il a à la justice, et puis cette conception, malgré tout, qui est ce qu'elle est, à la politique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça change, au contraire, mais j'essaye de faire passer le message qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Voilà, ça prend un peu de temps, il faut de la bonne volonté à la fois des hommes politiques, de l'État, de la justice, de un peu tout le monde. Mais je pense que si on essaye de bosser tous ensemble, sans oublier les citoyens, on devrait pouvoir y arriver. Voilà, j'espère pas vous avoir ennuyé. Maruru.